Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un autre roman de science-fiction du même René Barjavel. Il s'agit cette fois-ci du Voyageur imprudent. Alors nous sommes dans une œuvre qui est finalement, comme quasiment tout le temps chez Barjavel, entre le roman et la nouvelle. C'est-à-dire que soit on peut considérer que c'est un très petit roman, on est dans les 200-250 pages, hein, à peu près la même taille que Ravage d'ailleurs, soit on considère que c'est une longue nouvelle. Mais moi, je suis convaincu que chaque auteur a un petit peu son format favori, et c'est vrai que la quasi-totalité des œuvres de Barjavel sont autour de ces 200 pages à peu près. Donc c'est quand même un auteur qui est sur du petit format, on va dire. Alors, Le Voyageur imprudent est un classique dans un genre très particulier qui est le voyage temporel. Parce que pour la première fois est exposé à la fin de cette œuvre le paradoxe du grand-père, qui en fait est extrêmement simple. C'est si je voyage dans le temps et que je tue mon grand-père, du coup je ne peux pas naître, du coup est-ce que j'existe ou est-ce que je n'existe pas? Parce que si je tue mon grand-père, je ne peux pas naître, donc du coup je ne peux pas ensuite voyager dans le temps pour le tuer, etc. etc. D'où l'idée d'un paradoxe. On en reparlera à la toute fin parce que effectivement ces deux petites pages avec lesquelles Barjavel conclut son œuvre ont eu ensuite énormément d'influence sur toute la suite de la science-fiction qui s'inspire souvent du voyage temporel et qui pose une question toute simple qui est la question du déterminisme. Est-ce que l'histoire est déterminée une bonne fois pour toutes et ne pourrait plus être changée, ou est-ce qu'alors on peut modifier l'histoire, ou est-ce qu'alors, à chaque fois qu'on modifierait l'histoire, on ouvrirait un nouvel univers parallèle? C'est en gros les trois solutions. Soit on ne peut pas changer ce qui a été fait, soit on peut le changer et du coup ça va avoir des impacts sur le présent, soit on peut le changer et ça dévie vers un nouvel univers. Alors quoi qu'il en soit, on est dans un roman qui commence à être publié en 1943 sous forme de feuilleton, ça se faisait beaucoup à l'époque, donc chapitre par chapitre dans les journaux. Donc 1943, nous sommes en pleine occupation, et en plus c'est un roman qui est publié dans le journal collaborationniste Je suis partout. Donc on va dire ça fait pas l'honneur de Barjavel, parce que Je suis partout c'est franchement un journal à vomir, sachant que de toute façon lui-même s'est fait éditer toute sa vie aux éditions de Noël, qui sont connues pour avoir publié un grand auteur antisémite qui était Louis-Ferdinand Céline. Alors dans Le Voyageur imprudent, nous sommes en 1941, les combats vont débuter entre la France et l'Allemagne, et là le héros qui s'appelle Pierre Saint-Menou. Alors Saint-Menou, ça viendrait d'un village où Barjavel a passé son enfance, qui est d'ailleurs près de Vichy. On ne se refait pas, bref. Du coup, Pierre Saint-Menou, qui est un petit caporal, mais qui par ailleurs est un professeur de mathématiques, va croiser un physicien chimiste, Noël Essayon, qui a inventé une substance qui s'appelle la noélite et qui permet de voyager dans le temps. Vous mettez un scaphandre, vous prenez une gélule qui va vous permettre d'aller dans l'avenir, une autre gélule qui va vous permettre d'aller dans le passé. Jusqu'ici, c'est extrêmement simple. Alors, il y a un troisième personnage dans ce roman qui est Annette, la fille de Noël Essayon, dont Pierre Saint-Menou tombe amoureux. Et tout comme dans Ravage, c'est-à-dire que les personnages féminins sont d'une pauvreté stupéfiante. C'est-à-dire on est vraiment dans la femme objet de désir qui n'agit presque pas. Bon, pourtant, elle va sauver le héros quand il va se faire attraper à un moment en allant dans le passé, mais c'est vraiment la femme soumise à l'homme, qui l'assiste, mais qui n'est pas sur un pied d'égalité avec lui. Ce qui est toujours un petit peu gênant à lire, surtout quand on prétend faire de la science-fiction et voir ce qui peut se passer ensuite dans l'avenir. Alors, ce qui est gênant, c'est même pas, on va dire, pour moi, le statut d'Annette, qui est un peu ralent, mais ce qui est vraiment, vraiment, vraiment gênant, c'est ce que le héros va faire du voyage temporel. Vous êtes en 1941, voyage temporel, on fait quoi les gars? Ben, je sais pas, moi perso, je pars en 1932 en Allemagne et j'essaie de mettre une balle à Hitler. Voilà, pourtant je suis non violent, hein, mais s'il y a bien quelqu'un sur Terre à qui j'estime peut-être que ce serait une bonne idée de lui mettre une balle avant qu'il commence sa carrière en politique, ben, je me dis que ça pourrait être Adolf Hitler. Voilà.
Or, le mot d'Hitler n'est pas mentionné une seule fois dans le livre. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire, quel va être le premier voyage dans le temps de notre héros? Il va aller 1 an dans le futur. Donc là, c'est un moment un petit peu amusant du roman parce qu'il se dit, tiens, je pars 1 an dans le futur, on est alors au tout début de la guerre. Dans 1 an, la guerre sera finie, les Français seront à Berlin, etc. Et il va dans 1 an, et en fait, c'est la France qui est occupée. Et là, il s'en remet pas de la situation catastrophique dans laquelle est la France. Donc il va dans le futur, mais juste 1 an pour vérifier un petit peu. Hein. Puis ensuite, il décide d'aller beaucoup plus loin. Donc il va à l'époque de Ravage. Donc ça, moi j'aime bien quand les auteurs arrivent à croiser leurs romans. C'est-à-dire que Ravage se place de mémoire en 2052, avec la disparition de l'électricité. Donc là, il arrive juste après ce moment-là, donc l'électricité s'effondre, etc., etc. Et ensuite, il décide d'aller encore plus loin à l'an 100 000. Alors c'est déjà assez difficile d'imaginer à quoi peut ressembler le monde dans 100 ans. Imaginer le monde dans 100 000 ans, ça relève vraiment d'un gros défi. Et là, on est dans quelque chose d'assez stupéfiant, d'assez surréaliste. C'est-à-dire une humanité qui n'est même plus reconnaissable, où on a finalement des sortes de créatures qui sont déterminées au niveau physique par leur fonction, donc des sortes d'humains qui s'occupent uniquement de se battre, des sortes d'humains qui s'occupent uniquement de l'agriculture, des sortes d'humains qui s'occupent uniquement de l'aspect reproductif, etc., etc. On a un monde qui est complètement nivelé. On a enlevé les montagnes, on a enlevé les grandes forêts, etc. Il n'y a plus d'espèces animales, à part 2 mammifères, que sont les vaches et les porcs. Alors ça, c'est assez amusant parce que mine de rien, on est déjà en train d'en arriver là. Je vous lis l'extrait. L'homme nouveau ne pratique pas la culture à proprement parler, il s'est contenté d'exterminer tous les végétaux inutiles ou nuisibles. Il a également détruit les oiseaux, les poissons, les reptiles, les batraciens, les insectes, les arachnides, les vermidiens, les mollusques, les protozoaires, etc., etc. Tous les habitants des eaux, de l'air et de la terre dont il avait renoncé à se servir. Les mammifères ont été réduits à 2 espèces, les vaches et les porcs devenus herbivores. Ça c'est triste à dire, mais je pense qu'il ne faudra pas attendre l'an 100 000 pour qu'on en arrive là en fait. Hein. C'est-à-dire quand on voit l'extinction de masse provoquée par l'homme, aujourd'hui, extinction de masse qui touche les espèces animales et végétales, je me demande si finalement ce monde animal réduit à seulement 2 espèces, on ne va pas y arriver un petit peu avant l'an 100 000, hélas. Hélas. Bon, donc quoi qu'il en soit, il est dans cet univers-là complètement surréaliste, où on ne reconnaît plus l'humanité, qui a complètement évolué vers des espèces mais méconnaissables, avec une sorte de grand organes reproducteurs féminins dans lesquels les sortes de hommes du futur se jettent pour se reproduire et donc disparaissent tout en donnant naissance. Ce qui est d'ailleurs l'occasion pour Noël Essayant d'exprimer une terrible, terrible, terrible phrase misogyne. C'est-à-dire que eux, parce qu'ils sont un petit peu débiles, dans le futur, ils essaient de couper la tête de cette femme reproductrice là, pour voir ce que ça fait. Et en fait, notre héros, Samenou, lui dit « C'est extravagant », répond le jeune professeur, bien aise de changer de conversation. Elle se porte comme un charme. Elle continue d'absorber les petits mâles par ses 6000 vulves et de mettre au monde des populations. L'ablation que vous lui avez fait subir ne semble pas plus la gêner que si vous lui aviez arraché un cheveu. Et là, cette phrase de Noël Essayant, donc en gros, ils ont coupé la tête, une sorte de la femme aux 6000 vulves qui donne naissance en gros à la termitière. On est sur un fonctionnement, c'est ça l'humanité, ça ne même pas des fourmis. Et Noël Essayant lui dit « Je n'en suis pas tellement étonné », remarque l'obèse, qui a repris tout son sang-froid et dont la voix a retrouvé son registre normal. Déjà, de notre temps, la tête était bien la partie de leur corps dont les femmes avaient le moins besoin pour vivre. Sérieux? Après, créer des personnages misogynes, ok, ça peut se faire.
Mais comme je vous disais, l'œuvre en soi est tendancieuse parce que déjà le seul personnage féminin, c'est Annette, elle sert à rien du tout, quoi. C'est la femme qui sert à aimer le héros et basta. Si, on a une deuxième femme qui sert de femme de ménage. C'est pas beaucoup mieux, je pense. Hein. Donc franchement, le rapport aux femmes chez Barjavel, il y a encore du boulot. Bon, quoi qu'il en soit, on se dit, bon, il va peut-être y aller finalement dans le passé, là, notre héros, voir s'il peut un petit peu changer les choses. Alors il y va, mais il va pas en 1933 flinguer Hitler. Hein. Tout d'abord, ils y vont pour remplir leur garde-manger. Et ouais, parce que c'est l'occupation. Et les mecs, en fait, ils ont réalisé que s'ils prenaient des objets, qu'ils les mettaient dans une pièce enduite de noélite et tout ça, bref, l'objet qu'ils y déposaient, ils le retrouveraient ensuite dans leur présent, en quelque sorte. Même si, comme c'est dit à un moment de l'œuvre, le présent n'existe pas. Ça, par contre, c'est un passage que j'ai trouvé assez intéressant, l'idée, le présent n'existe pas parce que quand on pense qu'on est sur le point de faire quelque chose, c'est déjà dans l'avenir, et quand on le fait, c'est déjà devenu le passé. Donc ça, je suis assez séduit par cette idée qu'effectivement, il n'y aurait pas de présent. Et cette question aussi du déterminisme, tout est déterminé, est-ce que je peux empêcher les choses de se produire? Bon, quoi qu'il en soit, les gars, c'est l'occupation. Ils ne cherchent pas à s'engager en politique, ils ne cherchent pas à améliorer le quotidien de la population française, alors que, soi-disant, leur prétexte, c'est d'aller dans le futur pour trouver ce qui pourrait rendre les hommes heureux. Bon, ça, c'est le prétexte de leurs aventures de voyage spatio-temporel. Mais franchement, qu'est-ce qu'ils en font? Ils vont voir à l'an 100 000 des sortes de fourmis humaines dans leur termite, ou ils vont dans le passé se chercher des fraises en été pour ensuite les manger en hiver. Voilà, les gars, ils ont inventé les fraises en Espagne, quoi. Donc ça montre quand même l'engagement politique de Barjavel. C'est l'occupation, quelle peut être notre priorité? Bah, bien manger, hein, bien manger. Et en ce sens-là, on voit qu'il est bien français, quoi, le gars. Il est bien français. D'ailleurs, à un moment, il imagine, en fait, là on est en 2052, qu'est-ce qu'est devenu l'humanité? Et on a une humanité où on ne parlerait qu'une seule langue. Et finalement, ce ne serait pas l'anglais qui se serait imposé au reste du monde, ce ne serait pas un mélange d'anglais et de chinois, comme on peut le voir dans l'œuvre comme celle de Liu Cixin, le problème à trois corps. On est dans un mélange de plein de langues. Et alors là aussi, franchement, en termes de préjugés, on est bon. Regardez ce qu'il écrit. Chacune avait fourni le vocabulaire le plus propre à son génie. Le français, des termes de cuisine et d'amour. Parce qu'il définit le français, la cuisine et le sexe. Bravo. L'amour, bon, et les sentiments peut-être. L'allemand, ceux de philosophie, de technique et de stratégie. L'anglais, ceux du commerce. Là, et là, ça dégénère. Et l'italien, les superlatifs. Déjà, là, ils taclent bien les Italiens. Les langues slaves donnèrent tout un choix de jurons riches en consonnes. Sérieux? C'est ça que tu retiens du roumain, quoi. Apprendre à dire des gros mots. Il n'y a pas d'autre richesse dans les langues slaves. Bref. Donc là aussi, on voit que écrire en 43 que l'allemand, c'est les mots de la philosophie, de la technique et de la stratégie, et que les langues slaves, c'est des gros mots, c'est pas très audacieux, quoi. Hein, c'est pas très audacieux, t'es un petit peu mainstream. Alors j'aime pas trop les auteurs mainstream, mais mainstream en 1943 sous la France de Vichy, c'est quand même pas terrible. Bon, puis finalement, notre héros se dit « Ouais, non, le passé, on peut peut-être y aller pour autre chose que pour chercher à manger. » Donc là, il va en l'an 1900, au Paris de la Belle Époque, et qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait le débile. Et il s'amuse à faire peur aux gens, etc. Il arrive en plein milieu d'un mariage, qui était le mariage des parents de son voisin, l'architecte raté Michelet, qui avait fait une maison toute horrible à Paris. Et du coup, ce faisant, en plus, il interrompt le mariage qui ne se fait pas. Et donc, du coup, son voisin Michelet n'a pas pu naître. Et là, on va voir, ça commence à devenir intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, il remarque, quand il revient dans le présent, qu'il y a dans les journaux des mentions de cette apparition de ce qu'on appelle le diable vert. Donc il y a ce diable vert, et qu'au fur et à mesure qu'il va dans le passé et qu'il fait des bêtises, eh bien tous les textes sur ce diable vert s'amplifient. Donc ça, c'est déjà assez... il voit du coup qu'on peut changer le présent en allant dans le passé, puisque jusqu'ici il n'était pas fait mention de ce diable vert qui apparaît, qui disparaît, etc. Et là, visiblement,
quand lui le fait dans le passé, dans le présent, ça s'incarne. Mais ce qui est troublant, c'est que donc, son voisin Michelet n'existe pas parce que ses parents n'ont pas pu se marier, mais la maison qu'il a construite, elle existe toujours à Paris. Mais elle a été construite par quelqu'un d'autre. Comme si finalement, il était nécessaire que cette maison hideuse soit construite. Donc là, notre héros a un questionnement qui fait que finalement, je peux influencer les existences individuelles, mais c'est comme s'il y avait un déterminisme dans le déroulement de l'histoire. Si j'empêche mon voisin d'exister, la maison qu'il a construite finit quand même par être construite par quelqu'un d'autre. Donc du coup, si j'empêche un personnage historique d'exister, est-ce que sa destinée historique va être accomplie par quelqu'un d'autre? Et donc là, vous y pensez, on va en 1933 flinguer Hitler. Eh ben non, qu'est-ce qu'il fait Samenou? Il va essayer de voir Napoléon. Ah ouais, ben là on est en plein bicentenaire de la mort de Napoléon. Donc voilà, il est dans l'actualité en quelque sorte. Parce que l'idée, c'est de décaler un peu le bicentenaire de la mort de Napoléon en le tuant au tout début de sa carrière militaire, c'est-à-dire lors du siège de Toulon. Donc Samenou se rend à Toulon, tire une balle dans le dos de Napoléon, sauf que là, il y a un garde qui se sacrifie pour prendre la balle à la place de l'empereur, enfin du futur empereur. Et le problème, c'est que ce garde qui se sacrifie, c'était l'ancêtre de Samenou, le très très lointain ancêtre. Et donc, à partir de là, Samenou ne peut plus retourner dans le présent. Il ne peut plus exister. Et là, le roman s'arrête. Donc, c'est pas mal comme fin. Voilà, on a une belle chute, ce qui me fait du coup penser qu'on est plus proche du format de la nouvelle que du roman. Mais Barjavel, sans la nécessité, plus tardivement, il a publié en 1958, de publier un petit texte de 2 pages expliquant justement dans un post-scriptum le to be or not to be de Hamlet, de Shakespeare qui a écrit ça, où son héros Hamlet dit être ou ne pas être. Et bien c'est vrai que là, la question être ou ne pas être s'applique bien. Parce que Samenou, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Parce qu'il est dans le présent, il est allé dans le passé, il tue son ancêtre dans le passé, mais il est encore dans le passé. Mais s'il a tué son ancêtre, du coup il ne peut pas naître, du coup il ne peut pas, etc. etc. C'est ce qu'il a écrit ici, là. Hein. Réfléchissez, il a tué son ancêtre avant que celui-ci ait eu le temps de prendre femme et d'avoir des enfants. Donc il disparaît, c'est entendu. Il n'existe pas, il n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de Pierre Samenou. Bon, mais si Samenou n'existe pas, s'il n'a jamais existé, il n'a pas pu tuer son ancêtre. Donc son ancêtre a poursuivi normalement son destin, s'est marié, a eu des enfants, qui a eu des enfants, qui a eu des enfants, etc. Et c'est ça finalement qui est devenu un classique de science-fiction, ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père, qui fait que normalement on ne peut pas changer le passé sans défaire le présent, et donc sans défaire la capacité à nouveau changer le passé. Et là, Barjavel l'explicite en gros en faisant une métaphore liant ce paradoxe-là et la physique quantique avec l'expérience par exemple du chat de Schrödinger qui est mort et existe en même temps. C'est-à-dire à partir du moment où le fait d'observer va changer le résultat de l'expérience. Voilà, j'ai clairement pas les compétences pour vous expliquer ça. Je vous invite à regarder les liens qui s'affichent si vous voulez creuser un petit peu l'aspect physique quantique. Mais effectivement, il y a beaucoup à apprendre. Pas dans l'idée que c'est la physique quantique qui rend possible les voyages temporels, hein, ça j'y crois pas du tout, mais dans l'idée que le fonctionnement de la physique quantique peut inspirer le fonctionnement hypothétique du voyage temporel, où l'on puisse être simultanément dans 2 états qui pourtant s'opposent. On peut être en même temps et vivant et mort. Voilà, c'est un peu comme ça que, en tout cas, René Barjavel termine son roman en disant « être et ne pas être », voilà la question, à moins que ce ne soit une réponse. Et ça, c'est bien envoyé. C'est pas un « ou » exclusif, c'est que l'on pourrait être les deux, et que c'est ça la réponse finalement au voyage temporel. Donc, en termes
de mise en place finalement du voyage temporel, d'explicitation de ces règles, et quand on sait ensuite l'influence que ça a eu dans toute la science-fiction, je pense au roman Blackout, je pense à tout un tas de films comme Looper, etc., qui traitent de cet enjeu-là, effectivement, c'est assez bien amené, et il faut reconnaître à René Barjavel de l'avoir bien explicité. Après, moi je suis terriblement gêné par le statut des femmes, et surtout de l'absence d'enjeux politiques derrière, quoi. On ne peut pas écrire un roman qui se passe en 1943 où on a l'occasion de changer le passé et pas s'intéresser à ce qu'on est en train de vivre. Enfin, c'est quand même incroyable. Hein. Alors après, précisons, ce n'est pas Barjavel qui a inventé le voyage temporel. Lui, il a mis au point le paradoxe du grand-père. Parce que le voyage temporel, on le retrouve déjà dans le roman de Wells, La machine à explorer le temps, qui est déjà publié un demi-siècle avant, hein, en 1895. Et même encore un tout petit peu avant, 8 ans avant, par un auteur espagnol pas très connu, Enrique Gaspari Rembo, dans l'Anachronopède, qui semblerait être vraiment la première mention d'une machine qui permettra à voyager dans le temps. Donc Barjavel n'invente pas cette capacité à voyager dans le temps, dans le roman, mais pose les jalons théoriques finalement de son utilisation. Et en ce sens-là, c'est un roman qui a eu quand même une grande influence. Alors, je vous laisse juste sur cette petite phrase, moi, qui m'a fait rire, c'est-à-dire qu'à un moment, à force de voyager, notre héros ne sait même plus où il est, il ne sait plus à quelle époque il est, et qu'est-ce qui le rappelle qu'il est en 1943 ? Eh bien, regardez, c'est là dans l'extrait. « Dépêchez-vous donc de venir manger » cria la voix de Catherine. « Vous savez-t-il pas que le couvre-feu est à 8 heures ce soir ?»« Le couvre-feu » Sam-nous se mit à rire. Ce mot lui paraissait magnifique. Ah, c'était bien un mot de 1943. Ben, franchement, non. Ouais, ouais, c'est un mot de 1943, mais c'est aussi un mot de 2021, en fait. Voilà. Mais ça... tu pouvais pas le voir venir. Voilà, ça, personne pour le coup l'a vu venir. Mais voilà, cette idée que le couvre-feu, c'est vraiment associé à la Seconde Guerre mondiale. Et hélas, jusqu'au Covid-19, oui, ça l'était. Sur ce, je vous laisse ici. Je pense que je vais arrêter les vidéos sur Barjavel. Je vais maintenant parler d'autres auteurs de science-fiction. Il y a Bajram avec Universal War, que j'aime bien, qui justement m'invite à lire ce livre parce que Universal War parle du voyage temporel, mais sur le domaine de la BD. Donc je pense que je vais y consacrer une petite vidéo. Et puis ensuite, on va aborder de la science-fiction plus récente, et notamment un auteur qui me tient très à cœur, Alain Damasio. Sur ce, prenez soin de vous et lisez beaucoup.